De nos jours, faire un voyage en avion, c'est quelque chose d'anodin. D'autant plus qu'il existe les compagnies low cost qui ont fait baisser énormément les prix des billets d'avion, en détriment des services à bord, diront certains. Mais il fut un temps que les billets d'avion étaient quelque chose d'inabordable, aséquible à peu de personnes. Mais avant cela, il a fallu que quelques pionniers puissent ouvrir le chemin de l'aviation commerciale. Lorsque la Première Guerre mondiale fut déclarée en 1914, ça faisait peu de temps qu'avait commencé l'aviation. Les généraux se sont vite rendus compte de l'importance de ces moyens pour le contrôle des cieux. Malgré l'énorme douleur et le grand prix qu'on a dû payer pendant cette guerre, elle a laissé quelque chose de positif, le développement de l'aviation. Dans le cas des États-Unis, à la fin de la guerre, les aviateurs ont été retirés de l'armée et comme ils savaient faire voler des avions, ils se sont consacrés au transport aérien de courrier et pour arrondir le mois, à faire des démonstrations acrobatiques que généralement se terminaient par un baptême de l'air des spectateurs pour quelques dollars. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeune homme de seulement 24 ans, Charles Lindbergh. Bien qu'il soit issu d'une famille qui souhaitait qu'il poursuive ses études supérieures en génie mécanique, il a rapidement abandonné ses études universitaires et obtenu un diplôme de pilote. Il était également du genre à transporter des liasses de lettres et à arrondir le mois avec des acrobaties aériennes et des baptêmes aériens. Dans les transports aériens, les distances ont été réduites grâce à des avions de plus en plus puissants. Certains aviateurs avaient déjà tenté d'unir le continent américain à l'Europe. Certains Américains avaient réussi à le faire, mais avec des escales à Terre-Neuve et aux Açores. Un autre s'était rendu seulement en Irlande. À l'époque, un Français, Raymond Orteil, vivait à New York. Il avait fait fortune dans la grande pomme dans le monde de l'artillerie. Grand admirateur du marquis de Lafayette, un Français considéré comme un héros national aux États-Unis, et afin de favoriser la forte relation qui existait entre son pays natal et son pays d'adoption après l'aide que les Américains avaient apportée dans la guerre récemment terminée, a proposé un prix de 25 000 $, environ 200 000 de nos jours, aux premières qui réussissent à relier par voie aérienne et sans escale les deux villes emblématiques, New York et Paris. Notre Charles Lindbergh a immédiatement vu la possibilité de participer et de gagner ce concours. Dans la ville de Saint Louis, il avait de bons amis de bonne situation économique, des francs-maçons comme lui, qu'il connaissait pour les avoir fait participer à son baptême de l'air. Entre eux, il a réussi à amasser 13 000 $, auxquels il a ajouté 2 000 de ses propres économies pour construire un avion qui permettrait de réaliser cet exploit. Cet avion a été fabriqué dans un atelier aéronautique d'une ancienne conserverie de Los Angeles qui sentait encore le poisson en suivant les instructions précises du jeune Lindbergh. Le moteur était puissant et le réservoir de carburant grand pour pouvoir alimenter ce puissant moteur pendant tout le temps de vol. Le réservoir était si grand que l'avion n'avait pas de pare-brise. Le réservoir d'essence occupait tout l'espace entre la pointe de l'avion et le pilote. Pour cela,
Lindbergh a créé un périscope qui le permettait de voir en avant. Ainsi est né l'avion appelé à faire histoire. Son nom, Spirit of St. Louis. Il a volé de Los Angeles à New York, et devant le regard entre surpris et incrédule de ses spectateurs de la presse, après avoir passé une nuit éveillée à revoir les derniers détails, notre jeune homme a quitté l'aérodrome de Roosevelt à Long Island pour un vol de plus de 6000 km et qui devait durer plus de 30 heures. Le plus gros défi est que le voyage s'est déroulé en solo et qu'il ne pouvait dormir pendant tout ce temps. Il n'avait que 4 sandwichs, 2 barres de chocolat et une bouteille d'eau avec lui. À 2 reprises, il s'assoupit et il a réussi à stabiliser l'avion au bord de s'écraser dans les vagues à la dernière minute. En traversant l'Irlande, il fut aperçu du sol et par radio, qui commençait à prendre de l'importance à cette époque, la nouvelle fut donnée. Il traversa tout le sud de l'Angleterre en survolant les côtes de Cornouailles et arriva à l'aérodrome de Beauchet, au nord de Paris, le 21 mai 1927, à 22h30, après 33h30 de voyage solitaire. À Paris, une foule immense l'attendait pour lui rendre hommage. L'ambassadeur des États-Unis en France l'a immédiatement amené à sa résidence pour qu'il puisse dormir. Les vêtements dans lesquels il voyageait ont dû être jetés parce qu'ils avaient été le réceptacle de ses besoins physiologiques. Le lendemain matin, des foules se sont rassemblées devant la résidence de l'ambassadeur. De son balcon, Lindbergh a crié au public parisien les quelques mots qu'il connaissait en français. « Vive la France !» Il a été invité par le roi des Belges à comparaître devant le public bruxellois et a également fait un court voyage à Londres. Le retour aux États-Unis s'est fait sur le navire Missouri. Le Spirit of St. Louis a également fait le voyage de retour, démonté et emballé dans des boîtes. La réception à New York a été formidable. Les foules se sont rassemblées sur les trottoirs de la ville pour voir passer le jeune homme à qui il appelait déjà l'Aigle Blanche. À travers les canyons des Cerros, il a défilé sous des tonnes de confettis lancés sur lui depuis les gratte-ciel. C'est là que Charles a compris que sa vie avait changé à jamais. Il ne pouvait plus aller dans un magasin ni se promener dans la rue sans que son visage ne soit reconnu par les passants. L'homme d'affaires Guggenheim lui a payé 50 000 $ pour faire voler son avion Spirit of St. Louis à travers les capitales de tous les États de l'Union. Puis, il a organisé un voyage dans toutes les capitales de l'Amérique latine. À Mexico, il est resté au domicile de l'ambassadeur des États-Unis et Charles, jeune, beau et timide, dont la renommée et le peu de temps qu'il avait consacré à sa vie privée pour trouver une fille avec qui partager sa vie future, est tombé amoureux avec Anne Morrow, la fille de l'ambassadeur au Mexique. Ils furent bientôt fiancés et mariés. La lune de miel était à Acapulco. Anne savait qu'elle épousait un homme célèbre, voué corps et âme à l'aviation. Anne Morrow a compris qu'elle devait adopter le goût de son mari et s'est consacrée à l'aviation. Rapidement, elle a obtenu la licence comme aviateur. De Hollywood pleuvaient les propositions. Les femmes adoraient ces beaux héros, blonds, minces, aux yeux bleus, et pour couronner le tout, cette adorable fossette dans les mentons. La Paramount lui a proposé un contrat de 700 000 $, ce que c'était une fortune à l'époque. Mais Charles ne s'intéressait pas à Hollywood. Son chemin était tracé. Il voulait se dédier à l'aviation.
Celle-là, c'est la première édition des deux que je dédie à ces personnages. Donc la prochaine, c'est la suite de celle-ci. Ne la ratez pas. C'est ainsi que je finis mon émission. Comme d'habitude, je vous remercie pour le temps que vous me dédiez et je vous dis à la prochaine.